Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle conférence. Et on veut vous parler aujourd'hui de la place que l'humain peut prendre dans un projet de valorisation des données d'une organisation. Et on a deux personnes passionnées du sujet avec nous à mes côtés sur ce plateau. Je vous les présente à l'instant, en débutant par Madame Ravi Port. Bonjour Ravi. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'organisme Héros de chez nous. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous êtes présente aujourd'hui. Mais en même temps, on va se permettre de dire que vous avez une quinzaine d'années déjà d'expérience en innovation, en sciences des données, dont l'intelligence artificielle. Et chez KPMG, vous êtes directrice exécutive et leader du Centre d'excellence en intelligence artificielle et des technologies émergentes. Merci d'avoir fait la route pour être avec nous sur le plateau. Merci. Bonjour, Marc Vézina. Bonjour. Vous êtes directeur de l'architecture d'entreprise gouvernementale au CECAN, le Centre d'excellence, le Centre québécois d'excellence numérique. Et donc, vous êtes responsable d'une équipe qui met en œuvre la vision de la transformation du gouvernement, les orientations communes et les pratiques à intégrer dans l'administration publique en ce qui a trait aux ressources informationnelles. Vous avez tout un mandat. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Pour les gens qui nous écoutaient, profitez de la plateforme puis de la zone de clavardage pour nous envoyer au fur et à mesure vos questions, vos commentaires. On s'est gardé du temps pour y répondre. À vous deux pour la présentation. Merci. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue. On va vous parler aujourd'hui de l'intégration, de la valorisation des données en organisation avec une approche qui est humaine. Alors, je me permets de vous présenter un petit ordre du jour, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va présenter à travers la valorisation, les défis, l'approche, les structures, mais on vous garde quelques surprises. Alors, tout de suite, à Marc, j'aimerais ça, Marc, que tu parles de ton expérience qui est complémentaire au niveau du secrétariat du Conseil du Trésor, mais également au Centre québécois d'excellence numérique en tant qu'entrepreneur. En fait, Ravi, je te remercie. Au secrétariat du Conseil du Trésor, c'est beaucoup un espace où est-ce qu'on voit de l'encadrement. On voit beaucoup le SCT comme un endroit où est-ce qu'on tous les cadres, les grandes orientations, les éléments, beaucoup de réédition qui est là. Tandis que le Centre québécois d'excellence numérique, qui a maintenant un peu plus de 2 ans, c'est une place beaucoup plus innovante. C'est une place où est-ce qu'on fait, on va essayer des choses, on veut transformer, on est vraiment axé sur la transformation numérique. Mais l'un et l'autre, c'est vraiment une complémentarité parce que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut donner des grandes orientation, il faut assurer une certaine gouvernance, tout en étant innovant. Voilà. Merci. Je me permets rapidement de me présenter à travers les rôles. Chez KPMG, au niveau du centre d'excellence, on a une équipe qui est vraiment au niveau de la science de données, mais de l'intégration également à travers l'architecture, l'ingénierie, aussi tout ce qui est l'ingénierie de logiciels, pas juste au niveau de la donnée, avec un penchant qui est au niveau de l'éthique algorithmique. Donc, j'aime ça dire algorithmique parce que c'est pas juste l'intelligence artificielle. Donc, en tant que hybride, parce que je suis également une entrepreneur sociale à travers Héros de chez nous, où est-ce que je suis fondatrice, on offre, dans le fond, des ateliers de la formation, de l'éducation sur des sujets au niveau des STEM, les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques, mais surtout en intelligence artificielle. En 3 ans, on a rencontré plus de 15 000 personnes. Vous inquiétez pas, j'ai reçu la question, j'ai un directeur général pour Héros de chez nous parce qu'à temps plein, c'est vraiment au niveau de chez KPMG. Je vous dirais qu'il y a vraiment une question qui me brûle aux lèvres. Et Marc, cette question-là, elle est pour toi. C'est-à-dire, il y a eu une annonce récemment. Oui. Et je ne peux pas m'empêcher de te demander cette question-là. L'annonce qui va avoir éventuellement un ministère au niveau de la cybersécurité et du numérique. En plus, le sujet d'aujourd'hui, la valorisation des données, c'est un sujet qu'on a choisi il y a déjà plusieurs mois. Oui. Est-ce que tu pourrais m'en parler? Tout à fait. Écoute, on peut même se dire qu'on a été visionnaire un peu. C'est un excellent timing de pouvoir parler de valorisation de données aujourd'hui, dans le contexte où est-ce qu'on a entendu qu'il y aurait la création du fameux ministère de la cybersécurité et du numérique. Un ministère, vous l'avez entendu hier lors du discours inaugural du premier ministre, c'est important. On a une transformation numérique à accomplir au gouvernement. Il y a déjà des choses qui ont débuté. Je pense que là, ce qu'on veut, c'est d'avoir les moyens de nos ambitions. Donc, par ce fameux ministère-là, autant on doit donner une grande place à la cybersécurité qui, aujourd'hui, est super importante. Mais sachez, hier, il en a parlé. Le premier ministre a donné des exemples.
Il a parlé beaucoup de la donnée, de son importance dans une transformation numérique. Donc, c'est pour ça un peu qu'on va aller vers là. Puis c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Je vous dirais que en ayant des conversations, par exemple avec Isabelle que j'ai eues et même avec Marc, là, j'avais lancé ça à l'univers. Je me suis dit, imaginez qu'il va y avoir un ministère au niveau de la technologie, du numérique, de la cybersécurité. Donc, lorsque j'ai entendu cette nouvelle-là, j'étais extrêmement contente. Et en plus, comme tu le dis, ça aborde un peu notre sujet au niveau de la valorisation des données. Mais dans des conversations qu'on a eues, pourquoi la valorisation des données? Pourquoi l'approche humaine? En fait, on le sait, la valorisation de données, c'est un élément qui est vraiment un élément clé pour améliorer les prestations de services, tant au gouvernement qu'au privé, je crois. Au gouvernement, on voit, là, on est capable de plus facilement coordonner les OP, entre autres, lors de prestations de services pour arriver avec des prestations qui sont beaucoup plus agiles, qui sont beaucoup plus efficaces. On parle de sécurité aussi et surtout beaucoup plus rentables. Donc, c'est bien d'avoir la donnée, c'est bien d'avoir le contenu, mais ça prend plus que ça. Ça prend aussi l'humain pour le faire. La valorisation de données, c'est important. L'élément clé de ça, c'est que c'est fait pour l'humain, par l'humain. Je pense que c'est un ensemble de facteurs qui font qu'on réussit à faire une bonne valorisation de données, dont, entre autres, des humains qui ont une connaissance, une compétence, aussi qui ont une volonté de le faire. Parce que souvent, on prend pour acquis qu'on a des technologies, puis Dieu sait que tu sais de quoi on parle quand on parle de technologies innovantes en matière de données, d'avoir le contenu qui est la donnée, mais ça prend plus que ça. Si on n'a pas la connaissance de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec et qu'on n'a pas la volonté de transformer notre organisation, bien, assurément, on n'atteindra pas les objectifs qu'on s'est donnés ou qu'on a visé à atteindre avec la valorisation de la donnée. Ce que j'aime bien partager, c'est qu'on est tous des cyber-citoyens. Oui. On est des cyber-citoyens parce que les données nous représentent. Et lorsque les données représentent, par exemple, l'information sur la machinerie, mais cette machinerie est utilisée pour les humains en tant que tels. Oui. Donc, j'aime bien utiliser ce terme-là, quelles sont les valeurs, quelles sont, pas juste les valeurs, mais les principes également face aux données. Et quand on parle des données, ça nous représente nous. Oui. Donc, quelques définitions, et je sais qu'il y a beaucoup d'informations sur cette page-là, mais lorsqu'on parle de valorisation de données, on parle aussi du cycle de vie de la donnée. Le cycle de vie de la donnée, là, vous voyez, j'ai marqué des informations, des définitions que j'ai trouvées sur l'Office québécois de la langue française, mais j'aimerais attirer votre attention vers le cercle que vous voyez ici. C'est clair que ça ne représente pas toutes les étapes, mais dans le fond, c'est les grandes catégories. Lorsqu'on parle d'un cycle de vie de la donnée, avant même qu'on collecte cette donnée-là ou qu'on crée cette donnée-là, il y a une stratégie de comment elle va être collectée de façon éthique, de façon légale, de façon conforme, et comment ensuite on va l'accéder. Donc, quand on parle d'accès, on parle entre autres de cybersécurité. Et lorsqu'on a de l'information, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'utilise? Comment on la valorise? Donc ça va être le sujet de notre conversation, mais également au niveau du stockage. Toutes les données qu'on va retirer, comment est-ce qu'on la conserve? On peut penser également au transfert de données, les transferts qui sont en lien, par exemple, avec l'interopérabilité, que ce soit d'une plateforme à une autre, donc tout cet aspect-là aussi qui va venir avec la sécurité. Et enfin, la purge, chose qu'on parle un peu moins, mais on en parle de plus en plus, par exemple avec le projet de loi 64 et C11 également, c'est-à-dire quelle est la vie de la donnée, à quel moment est-ce qu'on va la purger, la détruire, etc. Donc ça, c'est au niveau du cycle de vie de la donnée. Et bien sûr, la valorisation, notre sujet, c'est quoi le processus? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va en faire? Quel est le but? Comment je vais l'optimiser? Alors, là est plus la définition, je vous dirais, de façon macro au niveau de la valorisation de la donnée. Si je peux permettre, Ravi, un élément aussi qu'on voit souvent au niveau de la valorisation de la donnée, souvent on fait une approche à la commercialisation. Dans ce cadre-ci, là, ce qu'on veut et ce sur quoi on focus aujourd'hui, c'est vraiment sur l'aspect dont on prend des données, on prend diverses données dans divers milieux, divers environnements, et c'est comment on réussit à mettre ces données-là ensemble pour pouvoir travailler et optimiser, comme on l'a dit, toutes les prestations de services qu'on a, entre autres, au niveau du gouvernement. Et déjà là, c'est un défi en soi colossal. Tout à fait, tout à fait. Puis,
quand on parle de défis, tu parlais d'accessibilité tout à l'heure. Un des gros défis qu'on a, c'est vraiment tout l'aspect de l'accessibilité de cette donnée-là. On en a, écoutez, le gouvernement est une mine d'or de données. On en produit. On a de données de toutes sortes. Mais pas nécessairement tout le temps facilement accessible. Je dirais pas qu'il n'y a pas des choses qui sont en place ou des éléments qui sont en place qui permettent une meilleure accessibilité. On travaille beaucoup là-dessus, mais encore un bon bout de chemin à faire. Écoutez, hier, juste pour reparler du discours inaugural avec le premier ministre, il parlait justement au niveau de la santé, comment ça a été difficile juste de savoir comment il manquait de préposés pour aider au niveau de la pandémie. Ça a été vraiment très intéressant. Puis il l'a dit lui-même, je parlais de environ parce qu'on n'avait pas nécessairement l'ensemble de l'œuvre à ce niveau-là. Donc ça, c'est super important. C'est super important de pouvoir avoir un bon accès à cette donnée-là. L'autre élément est beaucoup au niveau de l'encadrement. Quand on parle d'encadrement, chacune des organisations, et il y a beaucoup de silos. On ne se le cachera pas, malheureusement, il y a beaucoup de... C'est très siloté. Chacun fait ses choses dans son domaine. Et souvent, c'est dur même au sein d'une organisation de pouvoir briser ces silos-là et de passer à avoir une vision qui est plus globale. Donc, ce qu'on veut, c'est amener une gouvernance, une vision qui est beaucoup plus encadrante au niveau gouvernemental, en tout cas du point de vue du gouvernement. Et même, je dirais, là, je pourrais pousser ça jusqu'à l'écosystème. Ça peut être très utile aussi pour l'écosystème. Quand je parle d'écosystème, là, je parle autant du secteur public que du secteur privé. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Harmonisation, si on parle de ce point-là, est un autre défi. L'harmonisation, on l'a à différents niveaux, tant au niveau légal, parce que tu parlais de loi tantôt, le PL 64, on a eu le PL 95, qui sont déjà des pas en avant par rapport pour aider à ça, mais il reste encore beaucoup de défis dans l'harmonisation, entre autres législatifs, mais aussi au niveau de l'harmonisation quant à la donnée et sa définition. Tous les éléments. Quand on parle d'une donnée X versus une donnée Y, c'est important d'avoir une certaine harmonisation, tant au niveau de la qualité, que de savoir exactement c'est quoi sa définition, à quoi elle sert. Donc, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Moi, je t'avouerais que j'ai aussi des clients, des collègues qui me demandent, j'ai trop de données, parce que, comme vous le savez, on collecte énormément de données, donc ça en rentre. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Quelle est ma stratégie? Qu'est-ce que je suis supposée de faire? Il y en a trop, j'en connais, mais les autres, je ne sais pas jusqu'à quel point je peux les optimiser, jusqu'à quel point je peux les valoriser. Et ce travail-là est un travail en soi, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qui peut être fait, est-ce que je peux les utiliser, est-ce que c'est éthique également de les utiliser? Tout à fait. Donc, même à travers le temps, cette qualité de données-là, c'est beaucoup de gestion pour les humains. Ça a un fort impact sur les humains. Et puis, cet aspect-là qu'on voulait approcher aujourd'hui, c'est-à-dire quel va être l'impact sur les humains en termes de gestion, de changement? Et on sait que la technologie avance tellement rapidement et toute technologie égale données également. Tout à fait. Mais tu l'as dit toi-même, on est dans un univers où est-ce qu'on récolte énormément de données, un univers très interconnecté. Par contre, des fois, ou je dirais plutôt, toutes ces données-là qui sont mises ensemble peuvent parfois effrayer un peu les employés qui sont déjà en train de faire un certain travail. Ils se disent, ben, ça va être quoi ma place à moi une fois que je vais avoir la valorisation de la donnée va être optimisée. Est-ce que je vais avoir encore le même rôle? Donc, faut prévoir une certaine gestion du changement parce que ces personnes-là, c'est pas vrai qu'elles ne sont plus utiles. C'est eux autres qui ont souvent la connaissance. Puis, faut juste travailler différemment, passer vraiment à autre chose. Donc, mais il faut s'enlever dans la tête l'inquiétude de dire que je vais être remplacé par juste des données qui vont être connectées ensemble et qui vont donner un résultat. Oui, on peut le faire, tu l'as dit, mais il faut savoir, et d'un, est-ce que ces données-là sont utiles? Est-ce que ces données-là, on les connaît bien puis on sait qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc ça, c'est des choses super importantes. Donc, il va falloir vraiment mettre l'emphase ou adopter des orientations pour vraiment faire évoluer les rôles des personnes au sein des organisations puis d'impliquer l'ensemble des personnes au sein de ces organisations-là. C'est super, super important. D'où l'importance de l'humain. Tu sais, on se dit tout le temps, on a de la technologie, on a de la donnée, on est capable de faire la valorisation, puis ça va bien. Mais il y a plus que ça. Si je n'implique pas, je donne par exemple, je suis quelqu'un qui suit du monde des technologies. Par contre, si on me dit telle ou telle donnée, qu'est-ce qu'on peut faire avec, j'en ai aucune idée. Par contre, le monde des lignes d'affaires, des domaines d'affaires, eux, ils le savent, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là. Donc,
c'est vraiment un travail collaboratif. C'est là qu'on amène un peu le principe de l'intelligence collective. On travaille tout le monde ensemble pour pouvoir produire ou valoriser cette donnée-là. C'est super important. Puis même au niveau de la gestion de changement, j'ai fait des revues de littérature sur les gestions de changement technologiques et en intelligence artificielle. Et encore maintenant, on dit, bon, ben il y a les gestionnaires, il y a les personnes qui mettent de l'avant les technologies et il y a les personnes qui l'utilisent. Mais moi, je m'arrêterais même pas là. C'est l'ensemble de l'organisation, si on commence premièrement à l'interne, qui doit être sensibilisé et être au courant, mais être éduqué également. Donc, si on n'a pas cette information-là, il peut y avoir une réticence face au changement. Et moi, je pense un peu à la théorie des graphes, c'est-à-dire que tout le monde est connecté à quelques niveaux. Mais c'est clair qu'à un moment donné, si la personne n'est pas nécessairement utilisateur de cette technologie-là, mais va la collecter d'une différente manière ou peut être dans un autre service ou un autre secteur, elle a de l'impact. Tout à fait. Elle a cet impact-là et c'est pour ça qu'on va vous partager des approches. Et je vais vous le dire, là, c'est des approches biaisées. C'est des approches biaisées selon nos expériences et qu'est-ce qu'on a vu. Donc, on cumule ensemble, 40 ans d'expérience, nous deux ensemble? Oui. Bon, à peu près ça. Donc, on va vous partager des éléments sur les approches. Mais premièrement, je sais que ce point-là, tu voulais vraiment en partager, Marc, l'état d'esprit. Oui, exactement. Comme je le disais tout à l'heure, si on n'est pas dans un état d'esprit où est-ce qu'on dit qu'on veut le faire, qu'on veut se transformer et qu'on reste dans nos vieux paradigmes, entre autres en prestation de service, dire mes clients ont réussi à leur émettre leur chèque, on leur réussi à leur donner des décisions, puis qu'on décide pas de se transformer et d'y aller vers la valorisation de la donnée, croiser des éléments pour que ce soit encore plus rapide, encore plus précis. Donc, il faut vraiment changer cet aspect-là. C'est vraiment... Je dirais, là, c'est une approche ou un état d'esprit qu'il faut qu'il soit changé de part et d'autre. On parle pas juste du plancher des opérations, mais on doit parler aussi, que tu l'as dit toi-même, il faut que ce soit un changement culturel au sein de l'organisation dans son entier. J'ai une question. Vas-y. Des personnes qui sont réticentes là, face au changement, tu en as vu dans ta carrière. Peux-tu un peu partager sur vraiment le volet technologie au volet de la donnée? En fait, on en voit tout le temps. Première chose, souvent, on se dise la technologie. En fait, c'est une volonté ils ne veulent pas avancer, ils ne veulent pas changer. On parle de la technologie parce que c'est un peu effrayant. Quand on dit toute la donnée qui peut rentrer, toute la technologie qui peut, on va dire, cruncher cette donnée-là, ça peut paraître très effrayant. Et l'autre élément, souvent, la réticence est due au fait qu'il y a une petite résistance au changement parce que leur rôle devra changer. Il faut les accompagner là-dedans. S'il y a un changement, vraiment une gestion du changement à faire, c'est super important. Là, après ça, la réticence va être moindre. Ce que j'ai souvent vu à travers ma carrière, c'est on amène des technologies, mais c'est plus tard qu'on amène un expert en gestion de changement. Et en tout cas, moi, personnellement, je les mettrais dès le début parce qu'on s'entend que ça va faciliter le processus, ça va être un processus qui est plus rond, je dirais, mais il va toujours en avoir. Et la plupart du temps, c'est que les personnes n'ont pas cette information-là et d'être dans sa zone d'inconfort, comme tu l'as dit, parce que leur métier va peut-être changer, fait en sorte que la personne peut être résistante face au changement. Mais écoutez, on n'est pas des experts au niveau de la gestion du changement, c'est juste une expérience qu'on a vue et qu'on partage. Exactement. Parce que cette transformation-là, elle est en continu. Tout à fait. Cette transformation technologique qui implique les données est de plus en plus rapide. Oui. Comment tu fais pour te tenir à jour? C'est difficile. Honnêtement, dans mon rôle de pouvoir me tenir à jour, c'est très difficile. Par contre, il faut se fier, je pense, sur un ensemble une équipe. S'assurer, tout le monde a ses forces, tout le monde, on doit miser sur les forces de chacun pour s'assurer de toujours se tenir à jour. Faire confiance à ce qui nous est amené. En tant que gestionnaire, en tout cas, je parle pour moi en tant que gestionnaire, j'ai des ressources, puis que je ne me cacherai pas que je suis content d'avoir les ressources que j'ai dans mes équipes, parce que c'est grâce à eux qu'on réussit à avancer. C'est eux autres qui réussissent à aller voir exactement ce qui se fait. Moi, je suis là pour débloquer, ouvrir les portes. Ça, c'est mon rôle principal là-dedans. Mais j'essaie tant bien que mal à demeurer à jour. Je fais beaucoup de lectures, ça c'est important. De voir un peu du côté technologique, comment que ça évolue. Puis tu l'as dit, ça évolue très vite. Puis ça c'est important. Si on veut exploiter pleinement toute la technologie, ça va être important. C'est important de pouvoir
continuer à avancer, continuer à voir ce qui s'en vient, puis aussi se donner, se dire, peut-on innover? Peut-on essayer des choses puis pouvoir tirer profit pleinement de la technologie? Oui, sortir de ce cadre-là aussi, Exact. mais avoir l'espace pour être capable d'en discuter, d'en échanger. Donc, miser sur les gens à travers ces technologies-là. Mais il y a un volet qu'on voulait vous partager aujourd'hui, une des approches. Et cette approche-là, on va débuter par parler de structure. Parce que veut pas, dans toute organisation, publique, privée, il y a une structure. Je dirais que ça, c'est un peu une ligne du temps, mais c'est possible que, dans le fond, vous avez passé d'une structure à une autre. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai personnellement vécu et que Marc également l'a vécu à un certain niveau également. Alors, ce qu'on voit souvent, je vous donne un exemple, on a une structure d'équipe qui est décentralisée. C'est quoi? C'est-à-dire, on a des équipes de valorisation des données, analytique, intelligence d'affaires, visualisation, et ces équipes-là sont séparées. Ces équipes-là ne sont pas nécessairement au courant qu'est-ce que l'une et l'autre effectuent. Et puis, il peut avoir un dédoublement. Mais lorsque l'entreprise évolue, les rôles évoluent également, ce qui arrive souvent, c'est que la structure passe de décentraliser à centraliser. On met tout le monde ensemble, on s'assure qu'est-ce qui est fait, mais il y a une gestion également de priorité. C'est-à-dire, les équipes, auparavant, on va dire, ça va être les lignes au niveau de service à la clientèle, une ligne au niveau, par exemple, de tout ce qui est TI, etc., au marketing. Ces équipes-là n'ont plus d'experts au niveau de la donnée. Donc, c'est une équipe centrale et tout le monde a un niveau de priorité qui est différent. Donc, parfois, ça crée cette dichotomie-là. Donc, ça avance à différents niveaux, je vous dirais, selon les priorités. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils décident de devenir hybrides. Donc, on a une équipe qui est centrale et il y a des petites équipes également, comme avec l'exemple de marketing, du TI, du service à la clientèle. Mais je vous dirais que même l'hybride, on vit ces enjeux-là. On vit ces enjeux-là de est-ce qu'on fait la même chose? Il y a une zone qui est grise de rôle et de responsabilité et ça dépend également, je vous dirais, de la compétence et du niveau de maturité des équipes et du secteur parce que ça affecte l'environnement affecte. Donc, si on passe de décentralisé à centralisé à hybride, eh bien, moi, je voulais vous partager ce que j'appelle le hybride plus plus. Le hybride plus plus, qu'est-ce que c'est? Il y a une équipe hybride, mais il y a également une communauté. Une communauté qui se partage les meilleures pratiques, mais qui se partage également les échecs. Je vous avoue qu'en général, les gens veulent plus partager qu'est-ce qui est positif que négatif, mais je vous dirais que c'est avec ces éléments-là qu'on apprend à pas refaire les mêmes échecs. On va les appeler de cette manière-là. Et à travers cette communauté, il y a des personnes qui vont en ressortir et ça devient des ambassadeurs. Donc, on a les équipes, on a les communautés et on a des ambassadeurs. Et je tiens à vous partager une communauté que j'ai créée parce que j'en ai créé quelques-unes et qui vit encore aujourd'hui. Donc, je suis très heureuse de vous la partager. Donc, dans une de mes anciennes vies, il y avait une petite équipe, une petite communauté de meilleures pratiques au niveau de l'analytique avancée, de la valorisation des données. Donc, les débuts de ces étapes-là, c'était quoi? Bien, pourquoi on en a besoin? Pourquoi on a besoin de se créer une communauté? Puis, il faut se partager les vraies choses, c'est-à-dire factuellement, est-ce que l'information se partage? Donc, quelle est la mission, la vision? Mais surtout, qui sont les bailleurs de fonds? C'est-à-dire que si on décide ensemble, quelques personnes, de créer une communauté, mais qu'on n'a pas de bailleurs de fonds nécessairement, il va y avoir une certaine limitation. Ensuite, qui sont les personnes qui vont représenter les équipes et comment on va se communiquer l'information, se partager les documents, se partager, que ce soit des rencontres enregistrées à travers une plateforme qui est commune où est-ce que tout le monde a accès. Ensuite, lorsqu'on a créé ce petit groupe-là, on est en mode croissance. En fait, je vous partage un peu comment une compagnie fonctionne, mais c'est vraiment une communauté. Là, j'évite tout le reste. Alors, en termes de croissance, c'est quoi? Les experts qui sont présents,
je vous dirais que c'est un élément qui est vraiment important parce que s'il n'y a pas de pertinence sur les sujets qui sont partagés, c'est clair que les gens vont plus revenir s'ils ne trouvent pas ça pertinent au niveau de la communauté. Oui. Et je tiens à mentionner aussi tout ce qui est diversité, inclusion, diversité d'expérience, diversité de genre intergénérationnelle, diversité au niveau du secteur également. Donc, il y avait plusieurs secteurs qui étaient représentés et c'était pas seulement une personne par équipe, les personnes pouvaient venir parce que qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, c'est que lorsque une personne qui vient de l'équipe, si cette personne considère que l'information n'est pas utilisée dans le cadre de son travail, elle ne va pas nécessairement le partager à son équipe. Donc, c'est pour ça qu'on a invité toutes les personnes qui voulaient être présentes. Je vous dirais, l'assiduité des réunions est un volet qui est extrêmement important parce que c'est pas tout le monde qui vient tout le temps, mais si le moment où est-ce que tu le fais de façon un peu sporadique et qu'il y a un moment donné, la personne, en tant que membre de la communauté, essaie de venir et c'est pas présent, elle va plus jamais venir. Puis ça, on l'a vécu à plusieurs reprises. Il y a un moment, un flottement où est-ce que c'était un peu plus sporadique. Et même s'il n'y a pas énormément de personnes et de sujets, c'est quand même pertinent parce que la richesse de qu'est-ce qui va être partagé est toujours présent, mais également d'inclure les gens à travers des sondages. Au début, je vous avoue que les gens de la communauté ont dit « Vraiment, tu vas faire des sondages? » J'ai dit « Oui, on va faire des sondages. » Des sondages pour s'assurer que ça soit pertinent, quel sujet qu'ils veulent voir, quelle est leur expérience, et ça a permis que les gens se soudent et s'entraident. Donc, toi, de ton côté, Marc, je sais également qu'en termes de communauté, c'est quelque chose que tu es en train de vivre aussi. Oui, tout à fait. On est en train, au gouvernement, c'est une approche qu'on essaie de vouloir mettre de plus en plus faire une mise en œuvre de communautés. On essaie de diversifier un peu le tout. Par contre, je suis content que tu en parles, c'est pas simple. C'est pas simple, il faut le garder actif, il y a du dynamisme qu'il faut garder dans tout ça. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que, je dirais, la maturité de cette communauté là, va évoluer dans le temps. Donc, il faut toujours... Puis, je trouve ça intéressant que tu parles de sondage parce que c'est important, je pense, dans l'approche, on parle d'approche humaine, d'aller chercher le feedback, de savoir comment ça se passe. Est-ce que les sujets étaient pertinents? Est-ce que les sujets étaient intéressants? Fait que ça nous permet d'être très agile, de se remettre en question des fois sur certains éléments et de revenir la prochaine fois avec de meilleurs sujets, de meilleures interventions. Donc, je trouve ça très intéressant, ce point-là. Tu sais qu'au début, on gardait entre nous les résultats du sondage, puis à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi? Partageons les résultats visuellement aux gens. Comme ça, ils vont savoir, même quand ils n'ont pas aimé un sujet, on l'a partagé. Vous avez coté, exemple, 3 sur 5 sur un sujet. Là, maintenant, on le sait. Mais c'est juste d'avoir cet écho-là et de leur présenter, oui, voici l'information qu'on vous partage et ça vient de vous. Puis, à travers cette croissance-là, il y a de l'amélioration. Je sais que c'est une amélioration continue, mais il faut avoir un certain niveau de maturité de la communauté pour être capable de se dire, OK, on a pris des gens à l'externe pour faire cette veille-là en termes de valorisation des données. Qu'est-ce qui se fait à l'externe? Puis au début, il y a des gens qui étaient un petit peu réticents, mais je vous avoue qu'on ne se partage pas des secrets, puis des codes, puis des algorithmes. On se partage des approches. Et c'est extrêmement riche pour les gens de la communauté, mais de la personne également qui vient présenter qu'est-ce qui se passe à l'externe. J'ai marqué hybride. Pourquoi? Au début, on était une communauté qui se voyait face à face. Donc, les gens devaient se déplacer. Puis, c'est vrai que c'est pas... il y en a qui aimaient pas nécessairement se déplacer, mais je vous avoue que ça a créé des liens. Ça a créé des liens parce que les moments café, parce qu'on a eu un budget aussi pour café et autres, donc ça rapprochait les gens et ça se parlait vraiment des enjeux qu'ils vivaient et qu'ils essayaient de régler ensemble. Et à l'extérieur de cette communauté-là, ils continuaient à s'entraider. Donc, flexible, mais aussi avoir un plan de rencontre. Les gens adorent avoir un plan de rencontre. C'est quoi les prochains sujets qu'on va aborder? Sinon, ça me tente pas de venir. Il y a un minimum d'organisation. Il faut maintenir cette organisation et cette rigueur-là dans une communauté si on veut que ça fonctionne bien. Je suis tout à fait d'accord. Puis c'est pour ça qu'il existe le métier de gestionnaire de communauté également. Ça prend beaucoup de temps, dépendant de la taille de la communauté. Et à travers cette communauté-là, on a réussi à faire
un plan à côté de formation où est-ce que les experts qui avaient cette expérience-là et qui étaient reconnus à travers des présentations qu'ils ont effectuées, ils ont partagé leur expérience, ils ont donné des formations en traitement automatique du langage naturel au niveau de l'apprentissage profond et on les incluait dans la conversation. Puis, avec l'intelligence collective, on a réussi à résoudre des problèmes. Puis, une erreur que j'ai faite, c'est que après 1 an et demi, j'ai essayé de faire ces ateliers-là d'intelligence collective pour résoudre des problèmes, mais la communauté était encore trop jeune. Alors, je l'aurais fait l'année après, et 1 an et demi, 2 ans et demi, c'est là que la communauté était assez mature et on a pu faire des ateliers de co-développement, de design thinking, parce qu'imaginez que vous avez un enjeu. Et suite à l'enjeu, quelle est la solution? On fait une étude de maturité, on fait une étude de marché, etc. Mais à travers cette communauté-là, on a des ingénieurs de données, des architectes de données, des personnes au niveau des scientifiques. Exactement, de différents rôles qui ont résolu ces problèmes-là. Qu'est-ce que ça a donné? La communauté a passé de 10 à 350 personnes multisecteurs en 2 ans et demi. Un point également qui est important pour moi, on était 4 de femmes, on a passé à 24 de femmes en faisant une campagne de sensibilisation auprès des hommes pour qu'ils amènent des femmes, parce que l'approche, elle est différente. Il y a eu des formations sur les métiers du futur. On parlait beaucoup de formation en continu. On appelle ça le métier du futur, mais c'est des métiers qui sont reliés à la donnée. Et il y a eu des projets concrets qui en sont sortis. Wow! Bravo! C'est une belle réussite. Je suis vraiment contente. Un bel exemple. C'est un bel exemple, un exemple à suivre. Parce que tu as vécu autant des éléments, tu avais une recette, tu avais une approche, tu t'es réajusté enfin, au fur et à mesure parce que tu te rendais compte que la maturité n'y était pas. Tu as impliqué beaucoup de monde. C'est une superbe approche. Bravo. Merci. Et puis, la communauté dans laquelle tu fais partie, oui. Quel est le niveau de maturité? Est-ce que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans? Ou... on en a qui sont encore, je dirais, embryonnaires au tout début. Donc, il y a vraiment un travail à faire. Et je pense que ce que tu nous amènes comme exemple, c'est quelque chose qu'on devrait considérer vraiment. Et surtout, s'assurer peut-être de ne pas être vouloir aller trop vite. Faut prendre le temps de faire les choses. Donc, dans ce contexte-là, je pense que ton expérience est la bienvenue. Et très content que tu l'aies partagée. Oui, ça, c'est une des communautés, mais je vous avoue aussi qu'il y a d'autres communautés qui sont très pertinentes et que j'ai créées également au niveau de l'intégration de l'IA avec des collègues, mais également que ton équipe fait partie aussi. Oui, tout à fait. Rapidement, en conclusion, on a parlé aujourd'hui de beaucoup d'éléments, mais concrètement, ce qu'on voulait que vous reteniez, c'est qu'il y avait vraiment l'approche, l'humain est au centre de l'approche. Une valorisation de données sans humain, ça se fait pas. Donc, il y a un rôle vraiment important de toutes ces personnes-là dans la réussite, l'atteinte des objectifs de la valorisation de la donnée. On parlait beaucoup aussi de l'évolution des connaissances. Il faut se transformer, il faut évoluer, faut se donner la chance de changer. Donc, ça, c'est super important. Et naturellement, on ne peut pas passer à côté des technologies, la fameuse maturité technologique et tous les éléments qui vont très rapidement. C'est quelque chose qui évolue très, 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 très vite. C'est dur de suivre, mais on ne peut pas passer à côté de ça. Si on veut faire la valorisation de données, naturellement, ça fait partie de l'équation. Magnifique. Bien, bravo à tous les deux. Bravo pour la complémentarité de la présentation, se relancer sur différentes choses. Bravo, c'était superbe. Public-privé, yin-yang, c'est ça qu'on s'était dit. Exact. On est complémentaires en plus sur même l'habillement. C'est vrai, même l'habillement. Puis ça s'est fait naturellement sans tout à fait. Naturellement. Tout à fait. On aime ça. Il y a des gens qui ont des questions pour vous. Alors, je me fais leur voix. La première est assez longue. Mise en contexte. Oui. Quand on parle de données dans un contexte de transformation numérique, on parle souvent de données qui sont normalement structurées, conservées dans une base de données. Oui. Est-ce que c'est pas réducteur quand on sait qu'il y a aussi de l'information qui est aussi disponible sous une autre forme, un autre support, autre que numérique, qui peut être papier, et pourtant, il y a de la valeur dans cette information-là? Oui, c'est un défi qu'on a, et d'ailleurs, les travaux qu'on mène actuellement au niveau du secrétariat du Conseil du Trésor et dans mon équipe, on les fait en partenariat, en collaboration avec la BANQ.
C'est important. Le rôle d'archiviste est super important dans la gestion des données numériques gouvernementales. Donc, on ne pouvait pas dire qu'on prenait... Oui, on peut, dans notre approche, décider de tranquillement commencer par des données qui sont plus structurées, puis avoir des gains à ce niveau-là, mais dès le départ, il faut considérer vraiment tout ce qui se fait au niveau archivistique. C'est très, très, très important. Donc, c'est pour ça qu'on travaille en collaboration avec eux. Ah, très bien. Ravi? J'aimerais ça ajouter également que lorsqu'on parle de base de données, oui, on entend le volet structuré, mais il y a également tout l'aspect qui est non structuré et qui fait partie des bases de données. Mais elles ne sont pas nécessairement annotées. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la qualité? Parce que tout ce qui est, par exemple, papier ou document numérique, on parle aussi souvent du terme de la dématérialisation. Ça veut dire quoi? Prendre cette information-là et l'inclure dans les bases de données. Donc ça, c'est un sujet qui est très tendance ces temps-ci, je dirais. Donc, beaucoup des organisations, pas seulement le public, mais également le privé. On peut penser dans le domaine où est-ce que, par exemple, les assurances, il y a beaucoup de documents. On peut penser aussi à d'autres secteurs aussi qui utilisent beaucoup de papier, que ce soit également au niveau du PDF. Donc, quand on parle de la valorisation des données, on parle aussi de la valorisation des données au niveau des données qui sont non structurées. Oui. Très bien. Je vous amène sur une autre question qui est peut-être reliée d'une certaine manière. Certaines données ne peuvent pas être partagées, valorisées. Quelle distinction faites-vous entre valorisation des données sensibles, nominatives, et valorisation des données publiques? Quelle distinction faites-vous? Assurément, il faut considérer cet aspect-là quand on fait de la valorisation. On a des lois à respecter. L'aspect de la sécurité est super important, la protection des renseignements personnels aussi. On prend beaucoup une tendance, je dirais, sur la donnée ouverte, qui se retrouve beaucoup être plus une donnée qui est publique, qu'on veut, ou à des données de référence aussi. Pouvez-vous me donner des exemples concrets? Par exemple, les types de données. Dans le fond, dans les types de données, bien, c'est sûr que quand on parle de données, des données nominatives, on va parler du nom, prénom, date de naissance, toutes des informations qui permettent d'identifier quelqu'un. Oui. Bon, jusqu'à un certain égard, c'est important, oui, on ne veut pas être obligé de répéter nos informations ou nos données partout. Donc, d'avoir des fois une information et de pouvoir la prendre et de la croiser avec d'autres éléments, il faut le faire dans un contexte où est-ce que ça demeure sécuritaire et protégé. En ce qui concerne la donnée ouverte, bien, souvent, on va avoir des données qui sont plus de la géolocalisation, par exemple, ou toutes des données qui sont de la cartographie, différentes données qu'on peut en matière de données ouvertes ou des données de référence. Donc, à ce niveau-là, on peut en prendre plusieurs et pouvoir se permettre de travailler plus facilement avec eux. OK. Très bien. Merci. Est-ce que Ravi, vous voulez apporter un complément là-dessus? Oui, bien, je pourrais partager qu'en termes de données ouvertes, on peut utiliser peut-être utiliser, c'est pas le bon terme, mais on peut s'inspirer de ces données-là et de les, bien sûr, dépersonnaliser, mais aussi de les synthétiser. C'est quoi les synthétiser? Imaginez du coton que vous avez, vos vêtements, votre chandail, mais de créer un tissu qui est synthétique. Donc, c'est la même chose avec une donnée. S'inspirer de ce qui est fait sans représenter quelqu'un et dépersonnaliser pour utiliser ces informations-là, ces données-là, pour, par exemple, je vous dirais, le bien commun. Je vous donne un exemple au niveau de la santé, de trouver, par exemple, une solution qui va faire en sorte, au niveau du diabète type 2, par exemple, mais on a besoin de données, c'est des données qui sont sensibles. Donc, comment faire pour utiliser cette information-là qui est synthétique et qui n'a pas d'information qui est confidentielle? Donc, il y a plusieurs techniques au niveau de la sécurité qui se fait et il y a également des techniques en intelligence artificielle. Très bien, merci. L'autre question, toute simple, mais tellement peut-être pas évidente toujours à mettre en action. Comment est-ce que je peux développer une expertise en valorisation des données dans mon organisation? Je te laisse répondre, Ravi. Oh my God, c'est une question un peu philosophique, même. Et vous avez au maximum 4 minutes. Là, vas-y, Marc, comment je suis en train de passer à cette philosophie-là? Mais en fait, je crois que pour développer cette expertise-là, en fait, il y a tout un aspect. Il faut réussir à convaincre les organisations du bienfait de la valorisation de la donnée. Quand je disais tantôt une culture de changement, il faut que cette culture de changement-là soit bien comprise à la base. Après ça vient le temps on parlait de communauté où est-ce qu'on peut aller chercher justement de collègues, de collaborateurs, une certaine expertise, une certaine connaissance, même voir un développement d'une compétence
à partir de ces personnes-là. Donc, je pense que c'est un moyen de le faire. C'est pas simple. Ça, assurément, c'est pas simple. Mais je pense que en tout cas, moi, ce que je dirais, le premier élément, c'est de naturellement s'assurer que tout le monde est convaincu du bienfait de la valorisation de la donnée au sein d'une organisation. Déjà, en partant, on part avec beaucoup plus de facilité. Pour mobiliser les troupes. Exactement. Très bien. Moi, j'ai compris la question différemment. Ah, ouais. J'ai compris comment une personne peut développer cette expertise-là. Ah, elle-même. Oui, elle-même. Ben, je ne sais pas si c'est ça la question, mais je vais répondre à celle-là. Je comprends pourquoi c'était philosophique. Donc, je dirais, est-ce que la personne, on va dire que c'est toi, Marc, OK? Je te prends comme exemple, je suis vraiment désolée, là, mais tu es devant moi. C'est bon. Donc, est-ce que, Marc, tu as ces compétences-là? Mais c'est des compétences qui se développent également. Comprendre les données, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe aussi dans son organisation pour un secteur. Mettons, c'est au niveau du marketing et de l'information. La valorisation de données, c'est large également comme métier. Est-ce que, dans le fond, c'est de travailler au niveau des données, de sa qualité? Est-ce que ça va être en visualisation de la donnée? Est-ce que ça va être au niveau de l'intelligence d'affaires, de l'intelligence artificielle, de la gouvernance, de la sécurité? Donc, je me dirais, la première question, c'est est-ce qu'un secteur qui t'intéresse plus qu'un autre? Bon point. Et puis aussi, est-ce que, par exemple, tu es une personne qui aime programmer, donc plus que tu vas dans l'intelligence artificielle, plus que tu dois programmer, ou sinon, est-ce que c'est plus le volet de la gouvernance qui t'intéresserait? Donc, je te poserais ces questions-là en premier, et ensuite d'apprendre des autres experts. Et il y a de l'information qui est disponible, des cours en ligne, à l'université également, de formation continue. Donc, je ne sais pas si c'était la question, mais je l'ai compris de cette manière-là. C'est parfait parce qu'on a eu deux côtés à la médaille, c'était très bien. Puis est-ce que j'entends là-dedans l'importance de comprendre le modèle d'affaires dans lequel on se trouve, de comprendre vraiment bien l'offre de produits et services, de comprendre le citoyen. On parle beaucoup de ça depuis ce matin, de le mettre au cœur de toutes nos réflexions, de toutes nos décisions. Donc, si on comprend ces éléments-là, on sera capable d'être meilleur dans la valorisation des données, dans les décisions, les choix qui auront à être faits. Est-ce que je peux ajouter également, oui, de comprendre la structure dans laquelle on est et le modèle d'affaires, mais aussi de ne pas s'arrêter à cette structure-là, de voir plus loin, parce que c'est comme ça qu'on va innover aussi. Très bien, garder l'ouverture. Exactement. Voir en dehors de la boîte. Souvent, Oui. l'expression, Ouais. on dit c'est important. C'est important dans ça. Ouais, partout où est-ce qu'on va s'en aller, dans une transformation numérique, l'important, c'est de voir en dehors de la boîte. Bien, merci beaucoup pour votre temps, pour la présentation. Les gens qui ont été avec nous, je suis sûre que ça a permis d'ouvrir encore un petit peu plus les œillères, donner de l'information nouvelle ou nourrir les réflexions et les travaux, je l'espère. Merci encore à tous les deux. Marc Vézina, Raviport. Merci. Merci beaucoup. Merci.